Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et bienvenue dans les vraies voix citoyennes, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Stéphane Pellet. Bonsoir Philippe David, bonsoir Aurélie Gros. Alors on ne se voit pas encore parce que notre réalisateur préféré... non, il y a un décalage de 2-3 secondes à peu près. Voilà, et vous n'avez pas l'honneur et l'avantage de voir Aurélie Gros. Avec ses nouvelles lunettes. Eh bien voilà, le problème c'est que... Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un moment où on arrive à un âge et un stade. Mais vous et êtes voilà, jeune. On passe un cap. La jeunesse n'est pas un âge. Et donc maintenant j'assume, je viens à Sud Radio avec mes lunettes. Mais... Faites chez un très grand opticien, magnifique, et je vais faire de la pub pour une fois, qui se trouve au Coudray-Monceau. Et je recommande tous les auditeurs pour aller se faire leurs lunettes. Ils peuvent aller au Coudray-Monceau. C'est magnifique. Bravo Philippe, quel talent. Mais permettez-moi de vous dire qu'on vous a à l'œil. Oui. Alors, on va parler avant le sommaire de l'émission. La semaine dernière, il y avait un grand rout du côté de l'Institut national des jeunes aveugles. Et comment ça s'est passé? C'était le grand sommet du handicap. C'était le grand sommet du handicap. On avait beaucoup d'associations, de collectifs engagés qui étaient réunis autour de nous et qui ont réfléchi, qui ont discuté sur des nouvelles résolutions pour améliorer cette loi qui est historique. On peut en dire ce qu'on veut, même qui fêtait ses 20 ans. On peut faire un constat, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à un moment, il faut pouvoir tous travailler ensemble pour améliorer et proposer des choses nouvelles pour que enfin ces 12 millions de personnes soient reconnues et puissent vivre comme tout un chacun. Comme tout un chacun. Et c'est vrai que quand on prend le métro, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de stations qui ne sont pas équipées pour les personnes qui sont par exemple en fauteuil roulant. Même constat. Exactement, c'était le 11 février, donc les 20 ans de la loi de 2005 qui crée des droits enfin pour les personnes en situation de handicap, dite aussi loi Chirac. Et c'était intéressant et émouvant parce qu'en effet, tous les participants étaient des personnes en situation de handicap, des associations, des gens qui œuvraient dans ce secteur-là et non pas des spécialistes, des experts qui parlent souvent de ça de manière un petit peu, théorique et qui ne le vivent pas dans leur chair. D'ailleurs, ce soir, je crois qu'on va reparler d'un certain nombre de choses que tout un chacun vit dans sa chair. Absolument. Et dans la prochaine étape, c'est le 29 mars à Toulon, c'est ça, sur la culture. Exactement, la culture, on n'en parle pas assez. Mais vous voyez, on peut parler de... l'exception culturelle. Restaurer l'exception culturelle, mais c'est comment on redonne, en fin de compte, ce dont tout un chacun a le droit, au plus proche des territoires, et la culture en fait partie. La culture soigne beaucoup de choses. Absolument. Et puis ce qui est certain, c'est qu'avec le G500, la culture à Toulon ne sera pas en rade. Allez, au sommaire de l'émission. Excusez-moi, José. Vous préparez ou c'est spontané? Non, c'est spontanément. Ça fait 2 jours qu'il la prépare. Il en a rêvé la nuit, Philippe David. On voulait savoir si vous prépariez. Non, je l'ai pas préparé, je l'avoue. Au sommaire de l'émission, les Folies fermières étaient diffusées samedi dernier sur France 3. De quelle histoire vraie s'inspire le film avec Alban Ivanov? Les Folies fermières, c'est une comédie dramatique qui raconte l'histoire de David Comet, un agriculteur de Tarn qui avait repris en 2007 la ferme familiale. Il est alors confronté à la crise du secteur agricole et il transforme l'exploitation en cabaret. David Comet va être avec nous ce soir. En France, près de 10 millions de personnes déclarent apporter une aide à un proche. Mais alors, qui aident ces aidants? Depuis 30 ans, le nombre global de cas de cancer en France augmente chaque année. Étape importante pour l'accompagnement des proches aidants. Mon réseau Cancer Proche fournit un soutien concret pour alléger la charge mentale et administrative tout en libérant la parole et en brisant le sentiment d'isolement. Yannick Piot, membre du conseil d'administration de Patients en Réseau, est à nos côtés pour en parler. Les vraies voix Sud Radio. Et on commence avec vous, Aurélie Gros. Le bonheur est dans le pré. Alors ce qui est terrible, c'est horrible parce que c'est pas horrible, c'est génial parce que en fait David, il a ça, c'est que qui n'a pas pensé à lui samedi soir? C'est-à-dire que moi samedi soir, pour une fois, j'allais passer une soirée tranquille avec mes enfants et en fait, je me suis couchée, j'ai allumé la télé, et je suis tombée sur David et je suis tombée sur David quelque part avec ce film exceptionnel qui est tiré de cette histoire vraie, Les Folies fermières. Donc après, je me suis mise à envoyer des textos à David en lui disant David, il faut qu'on se reparle. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il a fait
c'est juste incroyable et extraordinaire. Au point d'en faire un film, c'est génial. Au point d'en faire un film, mais ce qui est dramatique, c'est que c'est pas comme si tout était réglé aujourd'hui. Bonsoir David. Bonsoir David. Donc il faut qu'on en parle. Bonsoir. Bonsoir David. Donc alors dites-moi tout, vous en êtes où actuellement? Parce que vous avez ouvert une nouvelle salle, vous avez un permis de construire qui est refusé, mais vous avez des subventions de toutes les collectivités autour. Il se passe quoi exactement dans votre histoire? Parce qu'on va finir par venir s'installer chez vous en direct de Sud Radio. Hein. Oui. On va venir faire le cabaret, il n'y a pas de problème. Hein. Non, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est assez surprenant, c'est que ça reste une folie que j'ai voulu faire avec ces folies fermières, en amenant un peu de culture au milieu de l'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a été cité récemment là dans un discours de Rachida Dati, justement, qui s'intéresse au cabaret comme ça qu'il y a dans les provinces et les zones rurales. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur le terrain, la réalité est un peu différente parce que malheureusement, dès qu'on met un peu de culture au milieu de l'agriculture, il y en a qui vont nous aider dans le projet, nous subventionner et tout. Mais en parallèle, il y a des réticents parce que pour eux, cette activité-là n'a rien à faire en zone agricole. Même si au final, le vrai projet, c'est de sauver une ferme, quoi. Et c'est ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on laisse même plus les agriculteurs innover pour pouvoir s'en sortir. C'est ce qui est pour moi dramatique. Mais David, là, vous avez monté une nouvelle salle qui est en novembre, ouais. C'est ça? Vous l'avez inaugurée? Oui, voilà, on a une nouvelle salle qui est... Alors, rappelez-nous où vous êtes, comment ça s'est fait. Et aujourd'hui, la mise en service de cette salle est bloquée par la mairie de Garrigues. Donc là encore, actuellement, le dossier est en cours d'instruction au tribunal. Donc on ne peut pas trop encore développer là-dessus. Mais bon, on espère avoir une fin favorable et que au niveau du tribunal, ils arriveront à vraiment faire la part des choses et savoir que derrière, il y a des emplois et surtout la survie du dernier éleveur d'un village. C'est aussi grâce à ça que derrière, on a réussi, sur un point de vue un peu plus médiatique, à faire un livre, un film qui aujourd'hui est en train de faire le tour du monde. Donc c'est assez hallucinant d'avoir une notoriété telle qu'on a et en parallèle avoir des problèmes administratifs d'incohérence institutionnelle. On ne peut pas d'un côté avoir un État région qui subventionne un projet et un État mairie qui le bloque. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête de marcher sur la tête. Justement, redites-nous exactement où vous êtes installé et puis parce qu'en fait vous avez quand même préservé l'exploitation. Hein. Vous continuez par ailleurs à avoir une activité d'agriculteur. Donc racontez-nous exactement qu'on sache où vous êtes en France parce que comme tout le monde va venir vous soutenir, c'est important. Vous avez compris qu'avec son accent, il était dans le sud-ouest et pas à Dunkerque. Hein. Voilà, on est à la capitale du Sud, comme j'aime l'appeler un peu, parce que bon, vous à Paris, c'est pas mal, mais bon, nous on est pas mal non plus. Et exactement, on est dans le Tarn, voilà, sur la commune de Garrigues. Voilà, c'est un petit village de 300 habitants. Ah oui. Et alors au départ, vous aviez une exploitation agricole que vous avez transformée en cabaret. Vous continuez toujours votre élevage bovin ? Tout à fait. Alors l'exploitation agricole, elle y est toujours parce que le but du cabaret à la ferme, c'est de sauver cette exploitation agricole. La particularité qu'il y a, c'est qu'on a voulu innover pour justement créer de l'attractivité à la campagne. Donc le travail des agriculteurs, c'est de présenter le spectacle dans l'assiette avec les produits du terroir et sensibiliser les consommateurs au fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des viandes qui fassent le tour du monde avant d'arriver dans leurs assiettes. Donc c'est vrai que c'est un discours qui est très engagé de ma part et des 30 producteurs que je représente aussi. Et après, le travail des artistes, c'est de présenter le spectacle sur scène. Et la combinaison des deux permet aux clients qui viennent aux Folies Fermières d'émerveiller à la fois les papilles et les pupilles. Non mais vous faites quand même vivre, si je me trompe pas, vous pouvez me corriger, 30 agriculteurs qui vivent grâce à ce projet aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aidez Exactement. Aussi, il n'y a pas que votre ferme, il y a aussi tous ceux, ça irradie autour de vous, de tous les autres producteurs autour de vous. Alors non seulement il y a 30 producteurs qu'on fait travailler, mais en plus, en tout là aujourd'hui sur l'entreprise, on est une dizaine de personnes et d'emplois qu'on a créés ici en zone rurale. Génial. C'est ça qui est magique. On a créé 2 commerces de proximité, une boutique des producteurs et le cabaret à la ferme. Et aujourd'hui, ça, aux yeux de l'État-mairie, c'est totalement non pris en compte, quoi. Et oui, c'est un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beau créer des emplois, sauver une ferme, l'administration française, vous avez l'impression qu'elle fait tout pour bloquer les paysans, quoi. Il y a une vraie volonté aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi. Mais la mairie, c'est sur quel problème qui vous empêche? PLU, urbanisme, ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
D'accord, et le PLU n'est pas, c'est-à-dire que pour eux, aujourd'hui, cette activité-là n'est pas une activité agricole telle qu'on peut la penser. Et donc la mairie, voilà, elle pour l'instant, sur un point de vue administratif, ça bloque. Alors, on est encore en instruction au tribunal, donc je ne peux pas vous en dire trop, mais c'est un dossier qui, en fonction du résultat qu'il va y avoir, risque à faire un peu de bruit, je ne vous le cache pas, parce que nous, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Ce sera le bruit sur Sud Radio, David. Ça fait plusieurs fois qu'on tire la sonnette d'alarme, donc on n'a plus rien à perdre. Eh bien écoutez, vous restez avec nous, David Comet. On se retrouve dans quelques instants avec le G500 citoyen Aurélie Gros et Stéphane Pellet pour continuer à parler. Oh, puis tiens, pour le plaisir, on va se réécouter un petit extrait du film. On se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix de Sud Radio. Non, mais Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes. Et puis alors, vraiment, ça fait du bien de parler du terroir, de parler du Tarn, parce qu'on adore le Tarn sur Sud Radio, une terre magnifique. De l'agriculture et de la culture. Et de la culture, parce qu'on aime les agriculteurs. D'ailleurs, Sud Radio sera au Salon de l'Agriculture la semaine prochaine. On va vous expliquer tout ça, tout le programme. Dès dimanche, on y sera. Et je peux même vous dire que les vraies voix y seront. On y sera avec Cécile de Ménibus. Oui, on voulait écouter un extrait du film. Allons-y. Ah bah écoutez, tiens, on écoute un extrait. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6, 2, 4, 2. Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois? Je sais pas. Rien. Tu peux rien faire? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Pony Starlight. J'ai quelque chose à vous proposer. Ah bon? Vous travaillez dans quel domaine? J'ai un élevage de vaches laitières. Alors, c'est vraiment un élevage de vaches laitières que vous avez, David Comet, parce que, je le rappelle, on va être au sein de l'agriculture. Mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Vous avez quelle race de bovins? Alors nous principalement, on avait donc de la vache blonde d'Aquitaine et de magnifique. Et de la quoi? Et de l'Aubrac? De l'Aubrac. Fabuleux. Ah oui, alors là, deux races à viande absolument top. Vous aviez une question. Non, mais là, vous êtes parti sur l'agriculture. Moi, je voulais parler un peu culture avec David quand même. Parce qu'il a une nouvelle salle, il y avait une salle, je me souviens, on vous a reçu il y a quelques mois déjà maintenant. Oh, il y a 2-3 ans. Dites-nous exactement déjà, c'est quoi cette salle? Qu'est-ce qui s'y passe? La programmation, c'est à quel rythme? Qu'on comprenne le projet culturel aussi, c'est important. Alors le projet culturel, aujourd'hui, on est sur une salle d'une centaine de couverts. Ouais. On fait en moyenne 3 représentations par semaine. Ah, oui. La particularité, c'est qu'en plus de faire des représentations le week-end, nous, on fait des représentations en semaine. C'est ce qu'on appelle les journées agriculturelles. Ça commence le matin à 9h30, ça finit à 17h. Ah oui. Oh, c'est génial. Et donc là, actuellement, les représentations, c'est dans la nouvelle salle ? Non, c'est toujours dans l'ancienne salle. Toujours dans l'ancienne salle, comme je vous disais, c'est encore en cours de travail. Non, mais parce que nous, on serait bienvenus dans la nouvelle pour faire une opération escargot, les 48 heures sans dormir de la culture, de l'agriculture. On pouvait monter un concept, David. Donc dans l'ancienne salle, ok. Excusez-moi, les escargots, c'est plutôt une spécialité bourguignonne qu'occitane. Je n'ai pas parlé d'escargots. Et donc c'est toute l'année ou il y a des mois en particulier où vous programmez? Non, c'est toute l'année. Après, juillet, août, on le fait plutôt en extérieur. On a une remorque scène comme en extérieur et donc du coup, on fait nos représentations en extérieur. Et après, ce qui est assez surprenant sur un point de vue vraiment culture, c'est qu'aujourd'hui, on a créé une certaine attractivité de par le projet. Faut savoir que il y a quelques temps en arrière, on a eu Monsieur Thierry Ourtia, directeur de scène du Moulin Rouge, qui est venu nous voir pour nous féliciter du projet et nous apporter tout son soutien. Donc quand on a des Parisiens qui viennent ici à Garrigues, on est fiers, quoi. C'est top. Alors, vous faites travailler 30 agriculteurs. Alors là, c'est vraiment du local, comme vous le disiez. Votre côte de bœuf ou votre entrecôte, elle n'est pas venue d'Argentine ou du Brésil ou d'ailleurs. C'est du local, de la blonde d'Aquitaine. C'est du local, l'autre race, c'est de l'Aubrac. Fabuleux, l'Aubrac. Parlez-nous de ces 30 agriculteurs que vous faites travailler. C'est tous les produits que vous servez pendant le dîner-spectacle ? Exactement, voilà. Donc en fait, nous, on a fait le choix de travailler. Donc le métier de ma femme, c'est fermière aubergiste. C'est-à-dire qu'elle prépare le repas avec les produits des paysans du coin. Donc qu'est-ce qu'on travaille comme produit? Principalement, ça va être les vins de Gaillac, ça va être l'ail rose de Lautrec, les jambons de la Cône, les canards de la Montagne Noire. Et tous les collègues, en ce moment, une partie est déjà au Salon de l'Agriculture. Les canards de la Montagne Noire, par exemple, c'est quelqu'un
qui a été médaillé au Salon de l'Agriculture et c'est des produits qu'on sert à table. Donc, c'est des produits médaillés. On a aussi le whisky Tarnet, qui a déjà fait plusieurs médailles au Salon de l'Agriculture, la distillerie Castan, et on en est très fiers. Et tous ces produits, notre travail de paysan, c'est les mettre à l'honneur et sensibiliser les consommateurs autour de ça. Alors, les légumes, c'est pareil, ils viennent de Cordes-sur-Ciel, vous voyez. Ah bah Cordes, bien sûr, village magnifique, Cordes-sur-Ciel. David, le problème, c'est que là, on est en train de perdre Philippe, qui ne pense qu'à la bouffe, donc ça va être très très compliqué. Là, il a décidé de prendre sa voiture et d'arriver. Il y a un spectacle ce soir. Il y a Yannick Pio, membre du conseil d'administration de Patients en Réseau, qui sera avec nous à partir de 19h30, qui veut vous poser une question, David Comet. Ou faire une remarque. Oui. Alors moi, je découvre ce projet que je trouve absolument extraordinaire. Vraiment, je trouve ça magique. Et je me dis que sur une soirée comme ça, alors moi je suis dans une association de malades du cancer et de leurs proches, et qu'on pourrait peut-être un jour organiser une soirée chez vous. Pour ceux du Ce serait juste génial. Pour ceux qui sont autour de votre territoire. Moi, c'est une proposition que je vous fais. On essaye d'augmenter ça à l'occasion. David, moi, je l'accepte et on fixe une date et c'est parti. C'est bon, nous on sera là en direct de Sud Radio. Avec on va grand voir plaisir. ça avec Patrick Roger. Je vais faire le type sérieux. Donc David, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant parce que vous dites, grosso modo, c'est entre les mains des juges administratifs en tous les cas. Vous savez pas vraiment comment ça va tourner. Vous êtes en appel là ou en première instance Là, c'était un référé, donc du coup, on est... Un référé de la part du propriétaire du château, là, c'est ça Ouais, voilà, là, c'est nous qu'on a fait un référé. Non, là, c'est par rapport à la mairie. Là, c'est pas un rapport avec... Comment on peut faire sans promettre monts et merveilles, ni des mobilisations pas simples, mais comment on peut faire? On connaît tous plein d'élus. Aurélie Gros, elle l'a pas dit parce qu'elle est modeste, mais elle est maire elle-même d'une petite ville en Île-de-France. On a plein de possibilités, mais comment vous pensez qu'on peut débloquer cette histoire? Non, pardon, aider à débloquer. Pour l'instant, moi, en relation avec mon avocat, donc on a encore confiance en la justice et au fait que la cause agricole quand même, qui est une activité primordiale. Je veux dire, c'est grâce à nous que vous mangez matin, midi et soir. Et je pense que les personnes, même si on parle que purement de l'urbanisme, il y a une certaine sensibilité au fait que derrière, il y a des emplois, il y a vraiment des enjeux qui sont très importants. Voilà. Après, aujourd'hui, nous, ce qu'on peut constater, on a le film qui est sorti à la télé là récemment, sur France 3. Et donc, du coup, on s'est aperçu, on a fait un sacré record. On a été sur le podium, donc on en est un petit peu fiers aussi. On a fait 2,30 millions de personnes qui ont vu le film. Ça fait 13,3% du truc. Et donc, du coup, toutes ces personnes qui ont vu le film, ils nous ont téléphoné, ils m'ont fait bugger le site internet. Ils m'ont présenté. Voilà. Et vous n'allez pas leur faire un procès quand même. Oui, allez-y. Ils veulent venir et en fait, si vous voulez, l'idée c'est que pourquoi ils veulent venir au cabaret? Parce que déjà, ils veulent passer une bonne journée avec nous, une soirée, et en plus, ils aident des agriculteurs à arriver à la fin du mois. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont des engagés. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, à la Saint-Valentin, on a quelqu'un qui est venu du Mont-Saint-Michel. Il a amené sa femme à 7h30 de chez lui pour venir soutenir des paysans et manger des bons produits. Donc, vous savez pourquoi, David? Aujourd'hui, ça porte ses fruits. On est très fiers aujourd'hui d'avoir des personnes qui traversent la France pour nous soutenir. Vous savez pourquoi, David? Ils sont venus parce que vous êtes une personne authentique. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on vous aime, nous, à Sud Radio. Ah oui. Alors, et qu'on vous aime au G500 parce que vous êtes une personne authentique. Vous défendez votre projet, vous défendez les agriculteurs, vous défendez les produits du terroir, vous défendez quelque part la culture et l'accès à la culture pour les zones qui ne peuvent pas forcément en bénéficier. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie, en tout cas, de vous soutenir. Et alors, on a envie de vous soutenir. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Et après, je vais vous donner une info à tout le monde que j'ai reçue par SMS il y a quelques instants. Voilà. David, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Vous avez des formes de dons, de choses comme ça, ou alors simplement on s'inscrit pour venir à un spectacle, quoi? Pour l'instant, on avait fait une pétition, mais bon, on a un petit peu mis un stand-by parce que bon, voilà, on veut laisser la justice faire son travail. Mais on a mis en place sur notre site internet une newsletter dans laquelle les personnes qui veulent nous soutenir n'ont juste à s'inscrire sur la newsletter et ensuite, comme ça, on les informe des actions qu'on met en place tout au long de l'année. Comment on fait alors? Il faut aller sur quel site pour s'inscrire? C'est lesfoliefermières.com.
lesfoliesfermières.com. Vous rentrez votre adresse mail et on vous tiendra informé à suivant. Déjà, on peut communiquer sur le site, sur nos sites G500, Idéal Citoyen et Sud Radio, et pour permettre à un plus grand nombre encore de s'inscrire. Alors David, vous avez un beau prénom, c'est pas moi qui vais dire le contraire, comme c'est mon nom de famille, et on a un autre David. Alors ce qui représente vraiment le terroir, c'est un ami, on le connaît bien sur Sud Radio, c'est le chanteur basque David Olaïtzola, qui m'a envoyé un texto qui me dit « Je vais chanter au cabaret quand tu veux ». Voilà. On écoute un extrait. Nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas. Ne touchez pas à nos traditions. Vous défendez l'agriculture traditionnelle, la culture bien de chez nous, la bonne bouffe comme on dit. Eh bien écoutez, je vais lui donner mon 06 et on va fixer une date. Allez. Ah ben écoutez, on va lui donner, il n'y a pas de souci, on va pas le donner à l'antenne parce qu'il y aurait peut-être beaucoup d'appels. Et puis certains appelleraient peut-être à 3 ou 4 heures du matin, ce qui est un peu ennuyeux. On embrasse David d'ailleurs. On va vous échanger vos numéros de téléphone avec grand plaisir. Et vous voyez, on peut dire qu'on fait... On fait des connexions dans les vraies voix citoyennes. Moi j'ai une proposition, Philippe et Stéphane évidemment, et bien entendu Yannick, venez avec nous. On va chez David en 2025, on y va. Ah, on va faire une émission là-bas, moi, pas de problème. Et puis surtout, je vais faire une remarque qui va être considérée comme déplacée, mais avec de la blonde d'Aquitaine, j'ai envie d'y aller 2 fois plutôt qu'une, soit dit en passant. Ah oui, non, mais et après, c'est juste une dernière remarque. On a eu la chance aussi d'avoir le film qui aujourd'hui est diffusé à l'international. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit des coups de téléphone. Alors avant, quand j'avais des coups de téléphone, des personnes qui parlaient en anglais, en espagnol, tout ça, je croyais que c'était des appels indésirables. Aujourd'hui, je suis obligé de les prendre en compte parce que le film, il est sorti en Australie, Belgique, Corée du Sud, Espagne, Estonie, Japon, Nouvelle-Zélande et la Suisse romande. Ah bah c'est génial. Ah bah c'est génial. Mais écoutez, les folies fermières, ça va devenir les nouvelles folies bergères dans le monde entier. Bon, à part que c'est pas à Paris, que c'est à Garrigues dans le Tarn. Mais si on faisait la même chose avec les ministères, ça irait peut-être beaucoup mieux, mon cher Philippe. Oui, alors déplacer les ministères à Garrigues, j'ai quelques doutes que les hauts fonctionnaires acceptent beaucoup. Au moins, on aura une sortie chez David. Ah bah ça c'est clair. Mais écoutez, on ira avec grand plaisir. Merci beaucoup David Comet. Merci David. Puis ça fait du bien d'avoir le terroir comme ça avec nous. Dans quelques instants, on va parler d'une très belle association, Bon Réseau Cancer Proche, qui permet aux personnes, aux familles de malades du cancer de se soutenir. On en parlera avec Yannick Pio. Restez bien avec nous, les vraies voix citoyennes. Bonsoir David. Ne touchez pas nos traditions. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, et on va parler désormais d'une belle association qui s'appelle Patients en Réseau. Stéphane. Ah oui, parce que vous savez qu'en France, une personne sur 10 aide un proche en fait atteint du cancer. Et d'ailleurs, c'est une notion qu'on pourrait étendre parce que les aidants, c'est vraiment très important en France. D'ailleurs, il y a un collectif aussi, je vous le dis, qui existe et qui s'occupe principalement de ça parce que il faut progresser, il faut faire progresser la loi sur les congés, sur beaucoup de choses comme ça. Et finalement, c'est une vie sociale qui est un peu particulière. On peut donc faire ça entre époux et épouse vis-à-vis d'un enfant, mais enfin, d'une manière générale, la notion finalement commune à toutes ces personnes, c'est une forme d'altruisme. Et je crois que c'est ça que vous avez voulu souligner, Yannick Pio. Vous êtes donc membre du conseil d'administration de Patients en Réseau. Enfin, vous allez nous rectifier si jamais on commet une erreur sur l'appellation exacte de l'association. Mais en tous les cas, vous avez, avec Mon Réseau Cancer, des réseaux spécialisés par forme de cancer et puis aussi qui vont essayer de finalement faire converger les témoignages. Vous avez créé la première plateforme pour les aidants, mais également pour les patients, pour finalement rompre une forme d'isolement. Faut que vous nous racontiez cette aventure. Quand elle a commencé, je crois que c'est pratiquement une dizaine d'années déjà. Qui va être consacrée aux proches. Donc une plateforme de Mon Réseau Cancer. Voilà. Donc c'est alors qu'est-ce que c'est que Patients en Réseau et qu'est-ce que c'est que ces réseaux sociaux? Ça, exactement. Ce sont des réseaux sociaux privés, anonymisés, modérés, gratuits.
j'ai envie de dire, dont les interfaces ressemblent beaucoup aux réseaux sociaux que vous pouvez connaître. Comme Facebook, etc. Voilà. Pour en citer un. Pour en citer effectivement quelques-uns. Mais, et donc là, on est dans une bulle, en revanche, sécurisée, où le premier réseau qui a été créé autour du cancer du sein, et il permet d'accéder à des informations, on va dire, générales, mais aussi de proximité, et de l'autre, d'échanger entre patients. Et puis, historiquement, on pouvait échanger entre proches, mais uniquement proches du cancer en question, qui était par exemple le sein. Et puis, on a eu une interpellation pour créer un réseau dédié au cancer du poumon. Il y avait une révolution thérapeutique qui était en marche, il y avait une demande d'information énorme, et un besoin, en fait, pour les patients atteints, d'échanger. Parce que, d'une part, quand on est confronté à la maladie, on a un besoin on va dire de trouver une forme d'intimité dans l'échange avec un autre patient. Et on peut, entre patients, se dire des choses qu'on n'ose pas dire à son proche, par exemple, au même titre que le proche n'ose pas dire un certain nombre de choses à son proche malade, parce que c'est compliqué de faire porter ses angoisses, de les partager. On est plutôt orienté sur le sourire et la vie. Voilà, donc on a plusieurs réseaux. On en a un sur le cancer gynécologique, un sur le cancer colorectal, et puis le petit dernier, qui est donc un réseau entièrement dédié aux proches de patients en cancérologie. Et donc une spécialité en clair. Oui, à la base, c'était nos spécialités, entre guillemets, mais sur le fond, je pense que quand on est proche de quelqu'un qui est atteint d'un cancer, au final, la pathologie compte. Importe peu. Elle compte, mais pas tant que ça. Mais comment c'est né cette belle association il y a 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, c'est une femme qui s'appelle Laure Guéraud-Acolas, qui, atteinte d'un cancer du sein, s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'outils accessibles facilement, où elle pouvait et avoir de l'information et échanger avec des patients, et de l'information aussi bien scientifique que de proximité ou pratique. Parce qu'on peut avoir comment je mets une perruque. Il y a plein de choses qu'on a envie d'échanger avec des patients. Elle était expatriée. Et donc dire que c'est donc très naturellement que l'idée du digital est née. Et de faire un réseau social qui soit donc accessible partout. Il est francophone. Mais sur le fond, nos réseaux sont accessibles sur toute la planète, H24. Et à partir du moment où on a un peu de réseau, on peut s'y connecter. Et dans vos différents types de réseaux, sans parler celui des patients, on va en parler parce que c'est vraiment la nouveauté. Actuellement, un patient qui se pose des questions, il y a des professionnels qui sont dans ce réseau et qui peuvent répondre à certaines questions spécifiques ou pour éviter justement toutes les fausses informations qu'on peut voir sur Internet. Alors, non. Notre principe, c'est d'avoir un réseau qui est uniquement animé par des patients et des proches. On n'a pas de professionnels de santé qui sont en ligne en réponse. C'est pas l'objet de l'association, c'est vraiment une association de patients et de proches. En revanche, on a des fiches, on a plus de 800 dossiers d'information. Voilà. On a des conseils scientifiques. Voilà. On organise très régulièrement, il y a plus d'une vingtaine de webconférences avec des soignants, des grands scientifiques de chaque année, sur des sujets qui peuvent être larges ou très pointus, très techniques. En clin d'œil, on a même entendu des médecins qui nous ont expliqué que dans le cadre de leur consultation, ils proposaient à leurs patients d'écouter un webinaire qu'on avait pu organiser parce qu'il était tellement complet en termes d'information que lui n'avait pas forcément le temps de donner tous les détails. Ah oui. Donc vous offrez la possibilité aux patients qui s'inscrivent de pouvoir participer aussi à au-delà de l'échange entre patients, mais à des sources d'informations différentes avec des professionnels et des webliners, comme vous dites. Et puis, alors on donne aussi une information et des fiches techniques qui peuvent être très pointues, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité d'avoir une information sur des essais cliniques qui existent, sur où en est la recherche, sur tel et tel
type de pathologie. Aujourd'hui, on a une recherche qui est tellement fine qu'elle demande... Notamment avec les thérapies géniques qu'on essaye de mettre au point, etc., qui sont de plus en plus... C'est pratiquement des traitements sur mesure qu'on fait avec un dosage X pour un patient, X,01 pour un autre patient, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une forme de personnalisation de la médecine qui arrive à grands pas. Et puis des grandes révolutions dans le cancer. L'immunothérapie a été une grande révolution il y a une dizaine d'années. Des thérapies ciblées, les CAR-T-cell. Oui, voilà, les CAR-T-cell, absolument. Tout à fait. Et sont autant d'éléments développés par le Téléthon. Je le précise parce que c'est une association qu'on reçoit chaque année, mais qui fait de la recherche pour des maladies rares, presque, on va dire entre guillemets uniques, et qui en fin de compte trouve des traitements qui peuvent être déployés sur des pathologies qui, hélas, touche beaucoup de Français. Donc les CAR-T-cell en font partie. Les CAR-T-cell pour lesquels l'Oncopole de Toulouse est très en pointe, on les avait reçus sur Sud Radio, absolument. Et j'ai envie de dire que les patients ou les proches sont pas forcément uniquement à la recherche d'informations médicales, pointues, scientifiques. Parce qu'en fait, en général, ils ont des interlocuteurs soignants quand ils se rendent à l'hôpital. Donc ils ont aussi avant besoin d'informations extrêmement pratiques, puis les choses qu'on n'ose pas demander à son médecin, très clairement, parce qu'on appréhende la première chimio, quand on nous demande s'il y a des effets secondaires, on dit oh non, pas grave, enfin s'il y en a vraiment, vous nous contacterez pour nous dire, mais sauf qu'on retourne chez soi, on est complètement angoissé à l'idée de faire cette première chimio qui arrivera dans une semaine. C'est quand même bien sympa d'échanger avec un patient qui a été concerné par exactement la même chose et qui est capable de dire oui, alors pense à prendre ça dans ton sac, ce sera c'est ce qui passera un meilleur moment. Très pratique, le patient et son proche, par exemple son mari, sa femme ou sa famille, ses enfants, peuvent s'inscrire de la même façon dans le réseau. Comment ça marche? Ou alors il y a une sorte de priorité quand même donnée aux patients, que ça fonctionne comment? Les gens s'inscrivent sur le réseau en tant que patient ou en tant que proche. Ah d'accord. C'est une identité, c'est avec un pseudo, c'est anonymisé. En général, les gens jouent le jeu parce que quand on est patient, on préfère le dire de façon à avoir un échange avec d'autres patients. Et quand on est proche, on a aussi envie d'être identifié comme tel pour pouvoir échanger avec d'autres proches. On a en modération aussi sur le réseau des proches ce qu'on appelle des patients experts ou des patients partenaires. Ce sont des nouveaux termes qui existent. Ce sont des patients formés et qui sont capables de répondre sur un certain nombre de sujets à des proches qui, quelquefois, ont des questions qu'ils n'osent pas poser à leurs proches malades. Et donc, ils viennent sur le réseau et disent « Moi, j'ose pas te demander sur tel et tel aspect du traitement ou la façon dont... Est-ce que la douleur, vous pensez que c'est... intense ou pas? Est-ce que je dois faire quelque chose la nuit? Ce qui est bien, c'est que l'anonymisation protège bien sûr vis-à-vis de tout le monde et du réseau en général, mais aussi vis-à-vis de son proche finalement, parce qu'à un moment, on n'ose peut-être pas demander quelque chose ou on a peur des fois aussi de la réponse. Alors c'est clé chez nous, cette protection de l'identité des uns et des autres. Il faut absolument que les gens se sentent libres de s'exprimer. Et sans tabou, sinon ça n'a pas de sens. Le principe même du réseau, c'est celui-là. C'est de libérer la parole. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix citoyennes, avec cette très belle association Patients en réseau. On a Yannick Pieux avec nous, membre du conseil d'administration. On se retrouve dans quelques instants pour aller un peu plus en détail. On a encore plein de choses à dire. Restez bien avec nous dans les vraies voix citoyennes sur Sud Radio. En fait, le problème des aidants... Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, cette très belle association Patients en réseau qui crée du lien entre les malades du cancer et leurs familles, les familles entre elles également. On a le plaisir d'avoir Yannick Pieux, membre du conseil d'administration. Tiens, on écoute ceci. En fait, le problème des aidants fait écho à ce que vivent les personnes malades. Les personnes malades, elles sont confrontées à une perte de revenus bien souvent lorsqu'elles sont atteintes d'un cancer. Et pour faire face à cette perte de revenus, à cette perte d'autonomie, à cette difficulté sociale et psychologique face à la maladie, ce sont les aidants qui prennent le relais. Et bien souvent, eux-mêmes, quand ils se retournent, ils ont personne derrière eux. Et finalement, par miroir, ils vivent la même situation que les personnes malades. C'est ça qui est très difficile pour eux.
Beau témoignage. D'ailleurs, peut-être au micro de quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on entendait. Qui est sur Sud Radio. C'est donc une interview qui montre à quel point il y a donc cette question des patients qui est au cœur de la création du réseau que vous avez lancé il y a une dizaine d'années. Yannick Piot et toute votre équipe. Et puis il y a donc les fameux proches et les aidants. On va en reparler. Mais d'abord, dites-nous, pour ceux qui nous rejoignent, même y compris à cette heure-ci sur Sud Radio, dans les vraies voix citoyennes, qu'est-ce que vous avez créé il y a 10 ans? Une association et puis des réseaux peut-être? Donc l'initiative, c'est Laure Guéroux à Colas. Je donne son nom parce que c'est quand même... Elle porte ce projet depuis 10 ans. 10 ans. Moi, je trouve qu'elle a construit avec son équipe initiale quelque chose de franchement extraordinaire. Donc elle a lancé une association. Elle a lancé une association qui s'appelle Patients en réseau. Elle avait lancé un premier réseau qui était Mon réseau cancer du sein. Et puis ensuite est arrivé Mon réseau cancer du poumon, Mon réseau cancer gynéco et Mon réseau cancer colorectal. Parce qu'à chaque fois, l'idée était de construire quelque chose, notamment sur les 3 derniers, qui n'existait pas. Et c'était important pour l'équipe de répondre à un besoin d'information et d'échange. Et aujourd'hui, on s'inscrit. Aujourd'hui, on s'inscrit quand on veut se connecter, soit sur mon réseau cancer du sein, soit mon réseau patient, etc. On se connecte sur mon réseau cancer.com. Ouais, c'est la plateforme Mon Réseau Cancer. Voilà, Mon Réseau Cancer. Non, qui regroupe l'ensemble des plateformes. Et une fois qu'on est on s'est connecté à Mon Réseau Cancer, on choisit la plateforme sur laquelle on souhaite aller. On choisit son pseudo parce que c'est anonyme. Oui. On signale si on est patient ou accompagnant, c'est bien ça. Est-ce que, moi j'ai regardé votre site, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que c'est pas quelque part un peu une thérapie de groupe ? Sans qu'on se voit, c'est-à-dire autour d'une table avec quelqu'un, enfin autour d'une table avec une personne qui parle. Est-ce que c'est pas un peu une thérapie de groupe qui manque peut-être ? Alors moi j'ai envie de vous dire que dans le cancer, on parle souvent de soins de support pour accompagner les personnes qui sont en traitement ou post-traitement. Donc on fait de la gym, on fait des séances avec un psy, ce sont les soins de support. Nous, on pense que ce qu'on fait, ça relève du soin de support. Réellement. D'une part parce que c'est de savoir qu'on peut être entendu et échanger avec quelqu'un à tout moment du jour et de la nuit, c'est important. Oui. Et puis, au-delà on va dire de ces échanges interpersonnels qui peuvent exister, on a aussi des animations. Donc on a des animations de groupe, avec des groupes de parole, des groupes thématiques. On va avoir aussi des animations en proximité. Dans la vraie vie, comme on dit, et non pas uniquement dans le digital. Parce que il y a des patients qui ont envie de se retrouver autour d'un café et à travers le réseau, ils se sont rencontrés ou pas. Et on va leur proposer de se voir. Patient en réseau, justement, c'est installé où en France, en dehors de Paris, bien sûr? C'est installé partout. Partout. Donc. En fait, on n'a pas de bureau. Non, mais vous faites des animations, comme vous dites, de partout. D'accord. En fait, selon l'initiative... On peut trouver le programme, d'ailleurs, sur votre... Alors, c'est sur nos réseaux privés. D'accord. Régulièrement, il y a ce qu'on appelle, nous, des événements rencontres. Il y a des cafés en ligne, beaucoup. Puis si un membre de notre réseau dit « mais moi, j'aimerais bien organiser, par exemple, une balade ». Oui, ou quelquefois, c'est par exemple... Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Voilà. Alors j'ai envie de dire que là, on va faire un gros événement. C'est clair que mais moi, je pense qu'on peut donner rendez-vous pour une soirée de cette nature, parce que d'avoir une soirée divertissante où on va sourire et se faire un plaisir fou sur un spectacle, c'est une thérapie extraordinaire. Mais oui, il y a des initiatives, par exemple des gens qui vont proposer, tiens, on peut se retrouver pour marcher ensemble, puisque ça fait du bien, on va se retrouver pour une balade en forêt, pour n'importe où en France, puisque le grand principe de nos réseaux, c'est que c'est accessible partout. Et d'ailleurs, nos utilisateurs sont principalement plutôt dans les petites communes, beaucoup en ruralité, dans les grandes périphéries. Pourquoi ? Parce qu'ils sont loin des centres où il se passe des choses, où il y a des associations présentes. Il y a énormément d'associations qui existent, mais qui sont localisées dans des grands centres de soins. On bénéficie de leurs services quand on y va. Nous, on prend le relais quand on est à l'extérieur. Aurélie Gros. Alors,
effectivement, on a mon réseau cancer. On peut s'inscrire en tant que patient sur le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer de l'utérus. Bon, voilà, il y a plusieurs réseaux. Mais de l'autre côté, on a l'aidant, la famille, le proche, le parent, les filles, les enfants, les maris, les amis, voilà. Et c'est vrai que la remarque qu'on fait souvent, c'est que quand on va chez le médecin et qu'on est patient, le médecin demande toujours comment il va au patient. Généralement, il est entouré, mais les personnes qui sont autour, tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que c'est pas son objectif. Il est là pour soigner le patient. Et on dit souvent que l'aidant ne souffre effectivement pas dans sa chair de la maladie, mais il souffre socialement de la maladie. Donc, ce nouveau réseau que vous créez depuis, maintenant, vous avez créé pendant 10 ans des réseaux autour du patient. Là, vous ouvrez un nouveau réseau pour les aidants. Et on sait que la cause des aidants est une grande cause nationale qu'on défend ici sur Sud Radio, parce que un patient se sentira toujours mieux s'il a des aidants qui se sentent extrêmement bien autour de lui. Oui, et en plus, les aidants et les proches sont souvent bien moins entendus et la posture est bien plus compliquée. Quand on est malade, on se soigne. On est actif par rapport à sa maladie. On a son traitement, on fait les choses pour aller mieux, on se soigne. On est orienté vers la vie et vers le fait de se soigner. Quand on est proche ou aidant à côté, on est démuni. Oui. La première chose qu'on ressent, c'est « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Oui. Et puis quelquefois, ça devient très compliqué. Il y a des hospitalisations à domicile qu'il faut gérer. Il y a des multitudes de rendez-vous. Des soins lourds. Il y a de transporter la personne. Quand par exemple la personne qui est un proche de la famille est seule, qu'il n'est pas en couple, etc., c'est encore plus compliqué. Tout à fait. Et donc, ce sont autant de questions. Et moi, je pense qu'il y a une souffrance des aidants qui n'est pas suffisamment entendue, reconnue. En tout cas, là, l'idée, c'était de leur proposer un espace où ils puissent l'exprimer. Donc déjà, parce que c'est important qu'ils puissent l'exprimer. Et peut-être qu'ensemble, parce que je rebondis sur votre côté voix citoyenne, l'idée aussi, c'est de faire remonter leurs besoins et d'interpeller derrière. En parlant d'interpellation, donc vous avez vu qu'il y a une loi qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs à l'initiative d'une sénatrice de l'Essonne, ça fera plaisir à Aurélie Gros, donc Jocelyne Guidez, sur les aidants, qui permettait de débloquer des comptes épargne-temps, de débloquer un certain nombre de choses dans l'entreprise ou pour les vacances, etc. Vous savez, on travaille donc en vue du sommet citoyen au mois de juin, où il y aura énormément de thématiques. Il y aura celle de la santé. On prépare une loi d'orientation et de programmation avec nos amis du collectif Santé en danger. Si vous aviez, vous, un point sur lequel vous vouliez insister fortement, soit en termes de loi, soit en termes de pratiques qu'il faudrait changer ou de budget, dites-nous. Elle va dire tout. Non, justement. Il y a tellement de sujets. Mais alors, il y a un sujet, je reviens sur les patients. Je suis sur un point, on se rend compte, par exemple, que la société n'a pas pris en compte le fait que maintenant, on a des patients qui sont dans des maladies qui deviennent chroniques. Ils ont un cancer, mais ça se chronicise. Et qu'est-ce que ça veut dire ? 10 ans, etc. Ça peut durer 10 ans, 15 ans. Et pour le coup, les gens ont besoin de travailler. Ils n'ont pas forcément la capacité de travailler à plein temps, à fond. Ils peuvent avoir besoin de se reconvertir. Etc. Voilà. Et là, il y a un décalage. Il manque un outil et qui passerait par une loi qui intégrerait, parce qu'en plus, la société a tout intérêt à ce que les gens puissent être actifs pleinement. Ça, c'est un point. Et l'autre, il n'y a pas de contrat de travail adapté, quoi. Non, il n'y a pas d'organisation adaptée. Aujourd'hui, il manque quelque chose, y compris parce que c'est un tabou. Mais quand on compte le nombre de personnes qui sont malades, de fait, et qui n'osent pas le dire parce que c'est encore trop tabou, et si on adaptait, moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à dire pour casser le tabou et à mettre en œuvre pour faire que tout le monde, il y ait une forme d'inclusion d'une façon plus forte. Et du côté des aidants et des proches, clairement, il y a un travail à faire de prise en considération de leurs souffrances, de leurs besoins de temps, de leurs besoins d'écoute, qui est... Aujourd'hui, on a des petits aménagements, mais c'est bien quand on est dans un grand groupe qu'on peut récupérer des jours de congé d'un collègue. Mais je suis artisan et je suis proche aidant. La vie peut être beaucoup plus compliquée. Il faut encore aller plus loin. Et alors, pour aller plus loin encore, il faut vous aider. Normalement, c'est ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais oui, mais il faut un peu partager, Aurélie. Donc, Yannick, pour aider votre association, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors,
La première chose, c'est ce que vous venez de faire, c'est de nous faire mieux connaître. Bon, bah ça c'est fait. Franchement, une des difficultés pour nous, c'est de nous faire mieux connaître, que les gens qui peuvent avoir besoin et qui trouvent que nos réseaux sont utiles puissent en bénéficier. On ne vit que de dons. Et alors pour les dons, et pour les dons, c'est où? Alors on fait comment les dons? C'est sur notre site. Donc www. Passion Réseau. Passion au pluriel. Alors non. Ouais, Passion Réseau. Donc c'est Passion au pluriel et Réseau au singulier. D'accord. Voilà. Et .org. Eh ben c'est parfait. Voilà. Et merci d'avance. Et c'est une très très belle initiative pour les malades du cancer et pour leurs aidants qui ont souvent besoin d'un soutien psychologique important vu la dureté de cette maladie. Juste pour information, notre plateforme de dons, et parce qu'on vend aussi des t-shirts. Enfin, voilà, tout est bon pour. On peut acheter des t-shirts. Voilà, on peut acheter des t-shirts en plus. Pour nous, c'est sur la plateforme Hello Asso. Vous pouvez aussi nous trouver directement par Hello Asso. Merci Yannick Piot, membre du conseil d'administration de Passion Réseau. Merci Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Merci Philippe David. On se retrouve très vite. Bien sûr. Un jour peut-être.